Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons malheureusement les shows de la WWE, mais pas que. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Ça va être une édition AEW versus NXT, la baston des mercredis. Ça ne rigole pas. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis le tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette baston innommable, j'accueille en premier l'ignoble Ringside. Ça va Ringside ? Ça va. On survit. Bonjour les amis, bonjour. En plein confinement ? En plein confinement, ouais. Confiné, libéré. Free confi comme il faut ? Complètement. Écoute, ça va. J'ai mes réserves de tout ce qu'il faut. Je suis un peu malade, je suis un peu souffrant, mais tout va bien. Ah, tu vas reprendre la patate avec cette review, je le sens bien là. Exactement. Le catch va sauver ma vie. Voilà. Et notre troisième qui rejoint notre trios du jour, l'admirable Amiral. Ça va l'Amiral ? Salut Chris, salut Ringside, salut les potos de catch-up. Bah ouais, ça va très bien, content d'être de retour avec vous pour cette première historique. Yes ! Totalement. Ça va être la baston. Du mercredi. Ouais. Clairement, c'est exactement comme ça. Alors, pour présenter un peu la chose aux auditeurs, on s'est dit que, vu ce qui se passait depuis le mois d'octobre, pour les mercredis, dorénavant, il y a un affrontement NXT versus AEW, et qui passe à peu près sur les mêmes heures, qui évidemment font beaucoup parler tout le monde du catch depuis pas mal de temps. Alors évidemment, on n'a pas de chance à catch-up. Aujourd'hui, on vous fait cette première le jour où on est en plein confinement, où la AEW a sorti son premier weekly sans public. Et NXT, on va commencer avec la brande jaune et noire. NXT, eux, ont pris le parti de ne pas refaire des conneries, j'ai envie de dire, de Raw et SmackDown, et a décidé de nous faire une forme de best-of pour nous récapituler un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc ça va être un peu simple, les amis. Je vais vous donner les trois angles qu'il y a eu, et puis vous allez me dire ce que vous en pensiez. Donc ce NXT, il a été basé sur trois choses. La relation entre Ciampa et Gargano, le parcours de Finn Balor depuis le NXT, son passage dans le main roster et puis son retour à NXT, et enfin l'évolution de Rhea Ripley. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ça, cher chroniqueur de catch-up ? Amiral, allez hop. Allez Amiral. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta belle voix de Stentor. Et ouais, c'est ça, c'est très longtemps. Alors du coup, moi, je suis gros fan de NXT. Je suis content qu'ils aient pas fait la même merde que Raw la semaine dernière. Hein. C'était absolument épouvantable. Par contre, voilà, aucun contenu nouveau. Alors, c'était une belle, le Gargano Ciampa raconté, ça a duré quasiment la première heure, 50 minutes pour raconter tout depuis leur début, leur try-out au Performance Center, leur affrontement lors du Cruiserweight Classic, leur ascension jusqu'au top de la division tag team, le trahison, etc. Ça a duré effectivement 50 grosses minutes. Donc ça fait une chouette saga. Hein. Ça fait depuis 3 ans que cette storyline elle est montée, elle est build-up à NXT. Après. Par contre, c'est vrai que moi j'ai regretté qu'il y ait eu zéro contenu inédit, zéro nouveauté. Ouais. D'ailleurs, ça s'est ressenti. Niveau des ratings, ils ont fait 542 000 viewers cette semaine NXT. La semaine dernière, c'était à 700 000. Ouais. Et là, cette semaine, c'est AEW qui a raflé la mise, puisqu'ils ont quasiment atteint le million. Donc voilà, pas de contenu exclusif à part des interviews qui étaient bien foutus. Les montages à WWE, c'est bien faire ça. Et NXT, on sait bien raconter des histoires. Mais pour ceux qui suivent les émissions, rien de nouveau, quoi. C'est un peu le regret de mon côté. Ringside ? Ouais, ils ont loupé le coche, clairement, parce que là, depuis le confinement, les audiences, elles vont en augmentant. Il y a un petit boost, que ce soit Raw ou SmackDown, sans avoir besoin, visiblement, de faire de la qualité, puisque, effectivement, c'est assez regardable, quand même, ces shows à huis clos. Alors, moi, je vous avoue, je l'ai pas regardé, le NXT, là. Maintenant, si on doit parler de Gargano versus Ciampa, je pense que c'est assez inattaquable. C'est quand même à peu près ce qui s'est fait mieux à la WWE sur ces dernières années. Ça tire peut-être en longueur, mais quelque part, on est quasiment certain d'avoir des bons matchs à chaque fois qu'ils s'affrontent. Là, on est un peu dans la dichotomie inversée où c'est Ciampa qui est le face et Gargano qui est le heel. C'était l'inverse
jusqu'ici, même si il est un peu twinner borderline, il y a toujours Gargano, mais quand c'était la rivalité entre les deux, ça a toujours été Ciampa le traître. Là, c'est inversé puisque c'est Gargano qui a coûté le titre à Ciampa. Il lui a rendu l'appareil un peu de ce qu'il lui avait fait il y a quelques mois. Concrètement, c'est quand même très bon. C'est quand même ce qui se fait de mieux. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir peut-être quelque chose un petit peu de neuf à se mettre sous la dent. Surtout à NXT, ça se prête peut-être plus au huis clos que le main roster. Ouais. Puis finalement, le truc un peu, le seul truc inédit qu'il y avait dans cet épisode, c'est que il y avait pas Mauro Ranallo, Nigel McGuinness ou Beth Phoenix, c'était présenté par Triple H et Tom Phillips. Ouais. Au final, ils nous auront proposé un format, qui est donc, comme vous l'avez dit, aucune tenue de match. L'épisode, il aurait été uniquement ponctué par des vidéos promotionnelles sur les rivalités en cours. Moi, j'ai eu un peu la sensation que ils n'avaient pas eu trop envie de faire d'efforts, qu'ils étaient certainement très très occupés par ce qui se passait avec le main roster à l'heure actuelle. Et puis techniquement, c'est peut-être pas faisable. Je veux dire, oui. C'est comme partout, s'ils sont confinés, s'ils n'ont pas le droit de venir bosser, ils doivent être en équipe réduite. Et je pense que ça doit être assez dur de produire quelque chose de convenable. Surtout qu'en plus, on a eu l'annonce cette semaine, Takeover SOT. Ouais. Il est annulé, donc du coup ils mettent peut-être une halte sur le développement des storylines parce qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir faire les blow-off qu'ils avaient prévus à Takeover, donc peut-être qu'ils ont besoin de 2 semaines pour dire ok comment on fait pour étendre les storylines en cours, pas faire un blow-off dans un show sans aucun public, parce qu'on sent que à NXT forcément la participation du public est très importante pour tout show de catch, mais peut-être à NXT peut-être plus encore que dans d'autres fédés. Donc ils se disent ok, il faut qu'on revoie les plans, qu'on revoie notre copie, donc il faut qu'on gagne du temps. Et c'est peut-être un moyen de gagner du temps pour qu'ils voient comment ils vont faire au niveau des storylines en fait. Ouais. Surtout que quelque part, là on a parlé de Gargano, mais si on va sur Rhea Ripley, sa rivalité elle passe aussi par le main roster puisqu'elle affronte Charlotte. Ouais. Donc quelque part ça peut se développer du côté du main roster. Et pour ce qui est de Finn Balor, lui il est en rivalité avec Walter en ce moment, qui est le champion NXT UK. Et en parallèle, sur NXT UK, il y a le développement de la storyline parce que c'est enregistré NXT UK. Les enregistrements, ils ont été faits il y a quelques semaines. Donc là, il est en train d'affronter tous les gars d'Imperium. J'ai l'impression, j'ai vu son affrontement avec Alexander Wolf là. Et, je suppose que cette semaine, il doit affronter Marcel Barthel ou peut-être Eckner, Fabian Eckner. Donc voilà, ça peut se développer de ce côté-là. Après, pour le reste. Surtout qu'ils sont bien emmerdés parce qu'en fait, ils peuvent pas faire pour l'instant le match Balor contre Walter à cause simplement des restrictions de frontières. Il y en a un qui est en Angleterre, l'autre qui est aux États-Unis. C'est mort quoi. Tant qu'on en est à ce niveau-là, ils pourront jamais faire le match, même dans un huis clos ou Performance Center, c'est impossible. Ouais, là ils vont rusher apparemment des enregistrements pour le main roster, mais c'est même pas sûr que d'ici les dates d'enregistrement, ils soient capables de le faire en fait concrètement. Donc c'est vraiment on est un peu dans la panique et un peu dans le jamais vu, quoi. Ouais, et alors, du coup, ce NXT, là, comme ça vous a laissé sur votre faim ou vous pensez que c'était la meilleure solution par rapport à ce qui s'était passé à Raw et SmackDown? Alors c'est mieux que Raw et SmackDown, je pense, surtout par rapport à Raw, parce que SmackDown, il y avait au moins une petite note de désinvolture et de fun avec Triple H qui était un peu en roue libre. Je pense d'ailleurs que ça n'a pas dû plaire à Vince. C'est pour ça qu'à Raw, c'était très sérieux. Mais ouais, il valait mieux faire quelque chose comme ça, quitte à ce que ce soit un épisode un peu à blanc, un peu récap, plutôt que faire un truc à l'arrache. Vaut mieux prendre le temps, et c'est toujours une des qualités des NXT, je pense pas pour main roster, c'est qu'ils savent prendre le temps. Je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Ils sont un peu en mode, faut éteindre le feu, faut qu'on sache quoi faire pour la semaine prochaine. Donc, ok. C'est tant pis un petit coup à blanc qui est pas désagréable. Après, voilà, encore une fois, 50 minutes récapitulées avec du bon matériel, voir les vidéos des essais qu'avait fait Ciampa et Gargano en Performance Center. C'était quelques images qu'on n'avait jamais vues ou rarement vues. C'est pas désagréable. Par contre, on n'a rien appris, rien vu depuis quoi. Ouais, moi je pense, alors un peu à l'instar du gouvernement français, ils auraient peut-être dû s'inquiéter avant et peut-être enregistrer des émissions à l'avant quand ils ont vu que ça commençait à sentir le roussi, mais après on peut guère leur en vouloir d'avoir fait comme tout le monde finalement. Bah, c'est compliqué quand un président de ton pays dit ouais c'est bon, dans 2 semaines c'est réglé, no big deal quoi. C'est c'est que aux États-Unis la prise de conscience elle est venue beaucoup plus tardivement qu'en France et en Europe. Même si nous on est déjà à la bourre, eux ils sont C'est ça. Donc voilà, ils payent le prix de la nonchalance un peu généralisée. Donc,
bah voilà, hein, forcément, il n'y a pas de miracle, hein, ça reste qu'une émission de télé. Hein. Ouais. Et toi, tonton, t'en penses quoi tout ça? Moi, j'en pense quoi? Écoute, franchement, je peux pas dire que ça m'a. Alors, je crois que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu suis un show régulièrement, moi, je suis NXT tous les mercredis, et bah finalement, se coltiner un espèce de best-of où tu connais déjà tout. Si tu veux, je peux pas te dire en toute honnêteté que j'étais super intéressé, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et, tu vois, j'ai regardé ça d'un œil quasiment, quoi, parce que bon, bah, je connaissais tout. Alors, effectivement, la rivalité au long cours de Gargano et Ciampa, elle est peut-être même quasiment unique sur les dernières années là. Parce que je crois qu'il n'y a jamais eu depuis sur la décennie qui vient de s'écouler, jamais on avait eu une rivalité aussi longue entre deux mecs. Non, c'est clair. Donc effectivement, moi, c'est une rivalité que je trouve super intéressante et qui colle bien dans le show classique. Bon, là, se retaper un best-of, je t'avoue que c'est pas un truc qui m'a emballé des masses, quoi. De toute façon, ça a été sur l'ensemble Finalement, ce qui m'a le plus intéressé, ça a peut-être été le clip qui était consacré sur l'évolution de Rhea Ripley, puisque là, j'ai peut-être découvert quelques trucs que j'avais pas trop suivi, parce que par exemple, je l'avais pas vu au Mae Young Classic. Oui. Et puis j'avais pas vu aussi, j'ai réalisé à quel point elle ressemblait à Charlotte. Vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs au tout début où elle est arrivée, quoi. Ah oui. Parce que c'est même genre de physique, elle était blonde avec les cheveux longs, voilà, donc du coup on suit son évolution jusqu'à la victoire au titre à NXT UK, que là par contre j'avais commencé à la suivre à partir de ce moment-là, moi. Et donc du coup ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais après voilà, je peux pas te dire que j'ai été transcendé par cet épisode. Voilà, c'était pas le NXT classique. Bon bah voilà, les circonstances sont exceptionnelles. Exactement. On peut pas avoir du classique là. À circonstances exceptionnelles, review exceptionnelle, peuple de catch-up. Donc voilà. Donc est-ce que du coup on peut donner un top not flop à un show comme celui-là? Alors, ça paraît compliqué. Le seul truc, moi, je trouve qu'il y a une petite occasion manquée, c'est sur le Gargano Ciampa. Donc il y avait ces interviews enregistrées séparément. Pour faire écho à ce qui s'est passé la semaine dernière au big backstage brawl dans tout le Performance Center, il y aurait pu avoir, en fait, à la fin d'interview, imaginons c'est Gargano qui part face cam, d'un coup Ciampa qui rentre dans le champ, là où interview Gargano, et commence à tabasser, puis on refait une petite brawl pour faire écho à la semaine dernière, juste pour dire ok, c'est pas terminé, ça continue, quoi. Juste pour rajouter un petit truc à pas cher et à pas risquer, un élément inédit. Voilà, ça aurait pu être. J'aurais bien vu un truc comme ça, quoi, qu'il y ait un des deux qui vienne jumper l'autre pendant la fin de son interview. Ouais. Je trouve que ça aurait donné le petit truc en plus, le petit bonus qui fait ok, ça valait le coup de regarder quand même. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que ça a manqué quand même grandement à l'épisode, quoi. Ça, il y a pas eu vraiment, il y a pas eu d'interaction avec un mec qui est venu à un moment ou un autre quelque trop. Parce que Raw et SmackDown, ça a peut-être été un petit peu le truc à relever, c'est que on a quand même eu c'était mauvais, mais on avait quand même des promos, tu vois, je pense à Cena par exemple, tu vois, les mecs, voilà, ils ont fait le job, quoi. Ouais. Ah bah les vétérans, ils savent faire les promos, hein. C'est délicat pour les stars actuelles, qui est du monde ou qui est pas du monde, de toute façon, ils n'arrivent pas à faire de promos. La promo d'Edge au début d'Euro, 10 minutes face cam, elle a été super bien. Dans le contexte, je veux dire, sans public, elle a été waouh, le mec il a autant d'intensité face à une caméra seule que devant 90 000 personnes. Ouais, je suis d'accord. Après, le problème c'est que tout le monde n'est pas Edge, tout le monde n'est pas effectivement un Cena, et ça c'est effectivement très ressenti, quoi. Ouais, quand tu regardes que même Stone Cold qui arrive à la fin, Stone Cold qui a une carrière énorme, qui a je sais pas, peut-être une mémoire musculaire, j'en sais rien, qui débarque sur le ring et monte sur chaque poteau en levant ses deux bras, give me hell yeah. Mec, il y a 3 techniciens derrière une caméra, quoi. Pourquoi tu fais ça, quoi? Les mecs, même lui, il n'est pas capable de réadapter sa routine d'entrée dans le ring pour l'adapter face au contexte. Donc. Bah ouais. Et puis le crachat, c'est pas très geste barrière. Hein. Putain, non, c'est clair. Ouais, ça je comprends pas pourquoi il s'évertue à faire des entrées comme s'il y avait du monde. Quand t'as passé 15 ans à faire ça, je pense que c'est vraiment de la mémoire musculaire, quoi. Le mec, c'est un automatisme, quoi. Commencer à faire le geste, mais je sais pas. Ça manque un peu de jugeote, je sors le truc. Donc du coup, pour cette première baston des mercredis, je pense qu'on topera, floppera et notera pas, quoi, parce que ça n'aura pas tellement d'intérêt. Et puis on reviendra sur nos méthodes classiques, sur notre tradition une fois que les shows reprendront, et à moins qu'on arrive à la fin du monde, hein, mais d'ici là peut-être qu'on pourra revenir sur nos bonnes vieilles traditions catch-upesques, quoi. Mais là je crois que c'est un peu mort pour cette semaine. Ouais, oui. Émission exceptionnelle. En tout cas, s'il y avait combat, ça serait un perfect. Hein.
Ah ouais, alors ça serait imparfait. Alors justement, puisqu'on parle de baston des mercredis, moi quand même, il y a quelque chose que je tiens à souligner, c'est que la IW au niveau ratings, elle est quand même loin devant depuis le début. En général, j'ai regardé là ce matin, il y a un différentiel souvent de 200 000 auditeurs, 200 000 téléspectateurs. On va dire que NXT tourne autour de 700 000 et que la IW tourne entre 850 000 et 930 000 à peu près, quoi. Ouais. Et là, alors là, cette semaine, ça a été voilà, NXT s'est fait écrabouiller, quoi, puisque comme tu l'as dit, Matelot, NXT a pris 542 000, alors que de l'autre côté, la AEW nous a pété presque 1 million, quoi. Exactement. Donc vraiment, le tarif cette semaine. Voilà. Donc du coup, on va aller parler de la All Elite Wrestling un petit coup. On va quitter NXT là pour voir un peu ce qui s'y est passé. Et alors, du coup, eux, ils avaient pris une décision quand même très différente de la WWE, puisque déjà ils ont décidé de tenir des matchs. On a eu 4 matchs. Et ils ont décidé, ils nous ont fait des packages vidéo, de la promo, etc. Et ils ont décidé un truc un peu particulier, c'est que il y avait des catcheurs présents, ringside. Voilà, il y avait d'un côté un troupeau de heel et de l'autre côté un troupeau de face. Ce qui a permis meilleure idée du monde. Ouais, c'était judicieux. Ouais, c'était trop bien. Ouais, voilà, je pense que ça c'était intelligent et on en reparlera, mais je vais vous faire on va faire et puis après on en parlera. Okay. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu un point sur qui est qui et les champions avant de commencer? Ouais, voilà, pourquoi pas. On peut faire pour les auditeurs qui connaissent pas, parce que je pense pas que tous les suivent la All Elite non plus. C'est vrai qu'on a le temps en plus, donc on peut faire ça. Et bah vas-y, je sais pas qui c'est qui a envie de se lancer là pour un peu présenter. Ringside, je te sens. Alors, bah écoute, alors moi je suis pas le spectateur le plus assidu de la Wrestling. Ah, bah je peux m'en charger si tu veux. Écoute, vas-y, je te laisse à méditer. Enfin de AEW. Donc All Elite Wrestling, donc la fédération, vous avez entendu parler, qui a été montée par l'élite, les anciens membres cœur du Bullet Club à la période post-AJ Styles, donc aux commandes principalement les Young Bucks, Nick et Matt Jackson, réputés l'une des meilleures équipes du monde, avec Cody Rhodes, même si on ne dit pas son nom de famille, c'est quand même Cody Rhodes, avec Kenny Omega également, et Hangman Adam Page aussi, et bien sûr plein de gens qui ont signé, donc grosse fédération qui monte. On voit John Moxley, l'ex Dean Ambrose, Chris Jericho. Donc All Elite Wrestling, en quelques mots, les champions, qui c'est le champion ultime actuellement, c'est donc Dean Ambrose, celui qu'on appelle John Moxley maintenant, qui a pris la ceinture il y a peu à Révolution, qui était leur précédent gros pay-per-view il y a quelques semaines, à Chris Jericho, qui avait été le premier champion de la fédération. Le champion qui n'a pas besoin de ceinture pour qu'on l'appelle le champion, parce que c'est Chris Jericho, il fait ce qu'il veut, et puis ça a été le premier, il restera toujours le premier All Elite Wrestling Champion. Au niveau des équipes, les premiers champions par équipe étaient SCU, Sauce Call Uncensored, donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky qui est un des plus gros entertainers. Vraiment, j'adore moi ce mec qui fait des trucs incroyables. Donc c'est un trio. Il y a aussi Christopher Daniels qui était avec eux. Et ils ont perdu la ceinture récemment contre une équipe de l'élite, mais qui est pas l'équipe habituelle de l'élite. C'est pas les Young Bucks. Tout le monde voyait les Young Bucks prendre les titres. Non, c'est Kenny Omega et Adam Page qui ont gagné les ceintures qu'ils ont récupérées de SCU, ce qui crée du coup forcément une dissension un petit peu au milieu de l'élite, puisque les Young Bucks voulaient les récupérer. Il y a eu un match dantesque entre les deux équipes à Révolution. D'ailleurs, c'est le premier tag team match que Dave Meltzer a donné 6 étoiles sur 5. Donc, selon Dave Meltzer, c'est le meilleur match par équipe du monde. On serait d'accord ou pas, mais en tout cas, c'était un match où il y avait énormément de storyline et beaucoup de psychologie. Moi, j'ai bien apprécié. Au niveau des filles, actuellement, la championne, c'est Nyla Rose, donc la Native Beast, une espèce de big woman absolument, je sais pas à qui on pourrait la comparer, peut-être un Brock Lesnar féminin, on va dire ça comme ça, qui a ravi le titre, elle aussi, il y a pas si longtemps que ça, à Rio, qui est une petite japonaise un peu dans le trip Magical Girl. Donc voilà, deux salles, 2 ambiances entre les deux, donc ça voilà pour les champions actuels. Et du coup, mine de rien, la fédération qui existe depuis octobre monte pas mal de storyline, donc tout résumé ça serait un peu impossible. On en parlera au fur et à mesure quand on parlera des différents segments pour vous présenter un peu plus ces personnages, mais voilà les différents champions. Et en termes de faction, puisque c'est une fédération qui se distingue de la WWE, qui comme la NJPW met en avant les
factions. Donc il y a bien sûr The Elite, comme je vous en parlais, mais il y a aussi donc leurs gros adversaires du moment qui sont les Inner Circle, qui est une faction montée autour de Chris Jericho, avec lui Jake Hager, l'ancien Jack Swagger, avec Santana et Ortiz, les ex champions chez Impact et dans beaucoup d'autres fédérations. Il y a aussi avec eux Sammy Guevara, le dieu espagnol. Un mec plein d'avenir. Donc eux, c'est l'Inner Circle, c'est la faction heel un peu fun, rigolo, mais qui triche tout le temps. En autre faction, il y a Dark Order, qui sont des mecs un peu chelous, ambiance culte, qui recrutent des losers et qui sont masqués, qui annoncent depuis des semaines et des semaines l'arrivée de l'Exalté, The Exalted One. Donc ils nous ont promis pour cette semaine l'apparition du Exalted One. Ça, c'est un des gros angles qui se développe en ce moment. Voilà, il y a aussi la Nightmare Family, qui est un peu une faction qui tourne autour de Cody Rhodes, avec Brandy, avec Dustin Rhodes, l'ancien Goldust et d'autres personnes. Donc voilà, beaucoup de matchs par équipe, beaucoup plus à l'AEW que dans la WWE, parce que ils ont pas mal de monde, pas mal de factions, et c'est notamment ces factions, je pense, qu'on a abouti à cette situation ce soir, de voir tous ces gens-là autour du ring, parce qu'à l'AEW, c'est moins des catcheurs solitaires, ils sont plus par groupe. Ouais. Ils ont tous des duos, ils ont des sidekicks, ils ont des managers, ils ont des gardes du corps. Et du coup, ça crée une espèce d'ambiance autour du ring qui faisait qu'on avait l'impression que c'était des potes qui étaient là à regarder un show de catch privé. Et moi, j'avais envie d'être avec eux, j'avais envie d'être là. Alors qu'à Raw, par exemple, j'avais pas envie d'être dans la salle, quoi. Ça avait l'air super awkward, en fait. Donc ça, c'est une grosse différence que j'ai trouvée qui était assez cool dans cet épisode. Moi, me concernant, pour la AEW, je regarde les pay-per-view et je regarde les weekly depuis le début. Et alors moi, il y a plusieurs choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas. J'adore la Tag Team Division à la AEW. Je trouve que la Tag Team Division est monumentale. Ouais. Il y a des équipes formidables, voilà, les Best Friends, les Lucha Brothers. Moi, je m'incline quoi face aux hommes masqués. Voilà, il y a tout ce qui tourne, les Sokol and Sorcerer, il y a tout ce qui tourne autour de la Tag Team Division, je trouve que c'est formidable. Ouais. J'aime beaucoup aussi le duo MJF Wardlord, qui est pas une équipe, mais c'est un duo qui fonctionne très bien. Après, je trouve très 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 faible la division féminine, qui pour l'instant n'a pas du tout réussi à m'accrocher, mais alors vraiment pas du tout. Le seul truc en fait qui me plaît dans la division féminine, c'est j'ai découvert Hikaru Shida que je connaissais pas, que je trouve pas mal du tout. Et puis je pousse mon petit cocorico du jour, c'est que je suis très content de voir Shana à la AEW. Elle a du temps d'antenne, elle est babyface, franchement, elle a vraiment un très bon accueil du public à chaque fois. Pour l'instant, elle est plus utilisée pour mettre en avant, on va dire, les top stars, entre guillemets, de la division féminine, même si moi, je cherche encore où elles sont, les top stars de la division féminine. Mais globalement, je trouve ça plutôt pas mal. Après, voilà, il y a pas mal d'ex-WWE. On a un Chris Jericho qui est au top de sa forme. On a un Jon Moxley qui est over as fuck. Et globalement, les combats sont plutôt de bonne qualité. Les salles ont l'air d'être pleines, ce qui donne un bon rendu quand même pour les weekly. Et je trouve que il y a vous allez m'en dire plus après, mais moi je trouve qu'il y a plutôt une bonne continuité au niveau des storylines et que tout me paraît assez cohérent. Il y a aussi des bons moyens de production, gros titantron, des feux d'artifice à chaque show, des grosses entrées. On sent qu'il y a de la prod derrière, quoi. On sent que ça bosse, quoi. On sent qu'il y a du pognon quand même qui coule derrière tout ça, quoi. Tout le packaging de la AEW, moi je suis fan, c'est coloré, ça pop. Effectivement, tu as dit, les feux d'artifice, il y a des flashs. Ouais, ils y mettent les moyens et avec des petites idées qui sont cool. Bref, c'est sexy quoi comme présentation. C'est pas plan loin de là quoi. Je trouve ça vraiment cool quoi. Ouais, puis comme ils sont pas en mode PG, du coup ils s'autorisent des écarts de langage, ils s'autorisent pas mal de choses à ce niveau-là. Et du sang, des doigts d'honneur, des fuck, des son of the beach. On a le droit un petit peu au total package à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que ça donne une ambiance plus adulte. D'ailleurs, ça se voit dans le public, qui doit être à 80% composé d'hommes et le reste de femmes. Et puis, il y a pas d'enfants à la AEW, ou très rarement. Enfin, j'en ai quasiment jamais vu dans le public, quoi. Et du coup, c'est pas mal. Et puis après, il y a
Alors vous allez me dire aussi ce que vous en pensez après, mais bon, c'est vrai qu'il y a cette espèce de noyau Young Bucks, Kenny Omega, Cody, où on sent vraiment que là on a les patrons du truc, quoi. Et du coup, moi je trouve que c'est plutôt pas mal foutu, et je suis pas vraiment étonné finalement qu'ils mettent un peu une branlée à NXT tous les mercredis pour l'instant dans cette fameuse baston des mercredis. Ringside, t'en penses quoi toi de tout ça? Ah, moi je suis le heel ici. Ah oui. Je suis pas client à 100% de la All Elite Wrestling. Alors j'admets que c'est une réussite, hein. L'audience est là. Les émissions c'est fait avec sérieux. Il y a effectivement le packaging qui est très bien fait, la réalisation c'est plutôt c'est plus que correct. Même si on voit que c'est pas si simple que ça de faire des shows en live toutes les semaines sans avoir des problèmes de raccord avec la pub et des choses comme ça, on voit quand même que c'est un job assez compliqué, hein, tout ça, et que c'est pas si simple. Mais généralement ils s'en sortent vraiment bien. Ça pourrait être bien pire que ça. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que déjà au niveau du roster, il y a vraiment que le haut du panier qui m'intéresse, c'est-à-dire Chris Jericho, Kenny Omega, voilà, ce qui se passe au-dessus, Cody. Le reste du roster, tout ce qui est en dessous, j'ai vraiment du mal, hein, parce que pour moi, ça reste des mecs de l'indie qui ont pris beaucoup de mauvaises habitudes, et j'ai du mal à regarder des matchs en entier parce que c'est toujours des spot fest où tout le monde va sortir l'intégralité de ses prises, etc., de son arsenal de prises. Pour moi, les matchs ils sont trop longs à chaque fois, donc j'ai vraiment du mal à regarder une émission en entier. Les choix scénaristiques, même si c'est cohérent, je trouve que ça reste du fan service en règle générale. On va le voir là avec l'émission, avec les révélations qu'on a ce mois-ci, du moins de mon point de vue. Donc je pense que c'est très bien pour les fans de catch hardcore qui étaient blasés de la WWE. Maintenant, s'ils visent un public plus large, j'ai peur qu'à terme ce soit difficile parce que ce qu'ils proposent, ça reste du truc vraiment ciblé fan de catch. Je l'expliquerai un peu mieux quand on étudiera cas par cas l'émission de ce soir, parce qu'il y a quelques cas qui sont assez flagrants. Mais non, voilà, pour les fans de catch, c'est du pain béni, surtout pour les blasés de la WWE. Maintenant, moi je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus grand public, un peu plus mainstream pour ce show-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de pognon qui a été mis en place. Et moi, ma grande crainte, c'est qu'au bout de 3 ou 4 ans, ça finisse par lasser le public et que ça disparaisse. Mais bon, moi je vois déjà ça sur le long terme. C'est peut-être pas la meilleure façon d'apprécier le show, hein, ça je conviens bien. Mais vu qu'ils sont arrivés en donnant des leçons à tout le monde et surtout en se positionnant en ennemi de la WWE, si derrière tu proposes un produit quand même qui ressemble vachement à ce que fait la WWE dans les grandes lignes, je trouve ça un peu dommage. Je m'attendais à autre chose en vérité. Mais bon, après je vais pas nier les qualités de beaucoup de gars du roster, de la qualité de certains matchs et le fait qu'il y ait de la cohérence dans leur storyline. Maintenant, c'est savoir si derrière ça reste vraiment divertissant pour moi, c'est autre chose. J'ai vraiment du mal à regarder un show entier. D'accord. Ça reste mon point de vue et comme je dis, moi je vais être le heel, je pense, dans l'émission aujourd'hui. Mais il en faut, c'est bien. Il en faut. Moi, je vais ajouter un truc, c'est que plein de défauts encore, hein. Ils sont dans un learning process encore. Je pense qu'ils ont commencé en octobre, ça fait même pas 6 mois. Il y a encore quelques soucis un peu de production, différentes choses à ajuster. On voit des améliorations, mais effectivement ça prend du temps et on se rend compte que c'est pas évident de faire des shows de qualité nickel léché comme le font la WWE régulièrement. Mais moi, s'il y a un truc que je retiens avec la AEW, c'est que je trouve que ça remet du fun dans le catch. Et c'est un truc, je me suis rendu compte qui m'a manqué terriblement ces 5-6 dernières années à WWE, c'est cette absence de sentiment de fun. Et là, franchement, s'il y a un truc, j'ai envie de dire, AEW a réussi à faire quelque chose de différent, d'original par rapport à WWE, c'est bien ça, je regarde des shows, je passe un bon moment et je trouve ça fun. Et moi, vraiment, c'était super important. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont réussi, quoi. Parce que c'est, mine de rien, c'est un peu une marque de fabrique qu'ils ont développée avec Being the Elite, l'émission YouTube, donc, des Young Bucks et des Elite. Et ça transparaît aussi dans leur show. Et je trouve ça vachement cool, en fait.
Alors, je tiens à préciser juste que je suis un gros fan des Young Bucks, de Kenny Omega, que je suis depuis longtemps. Les propos que je vais avoir, c'est pas juste pour défendre la WWE, etc. Hein. Voilà, je préfère dire ça avant de recevoir des messages d'insultes. Mais voilà, je veux dire, ça fait longtemps quand même que je suis de tous ces gars-là. Donc, voilà. Fais gaffe, il y a Lance Archer qui va t'envoyer des menaces de mort sur Euro. Lance Archer, magnifique. Bref, ouais, bon, bah, on va enchaîner peut-être. Hein. Ouais, mais du coup, non, mais parce que moi, je suis qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que du coup, on a eu, ils sont là depuis octobre. On a eu un long règne de Jericho qui a pris fin donc à Revolution, le dernier pay-per-view avec l'avènement de Jon Moxley. Chez les filles, je crois que tu l'as dit, Amiral, c'est Nyla Rose qui est la championne actuelle. Et le titre par équipe, bizarrement, alors ça, moi, c'est un truc qui m'interpelle. Le titre par équipe, lui, est détenu par Hangman Page et Kenny Omega, qui finalement est l'équipe la moins équipe de la Tag Team Division à la AEW, quoi. Et moi, c'est un truc qui m'a surpris, si tu veux, avec la richesse de leur Tag Team Division. Et ben finalement, ils ont décidé de donner le titre à Adam Page et à Kenny Omega. Alors pourquoi? Ah bah pourquoi? Parce que c'est pour intérêt storyline, c'est pour créer justement une faille dans l'unité de The Elite. On le voit depuis plusieurs shows. Donc tout le monde s'attendait à ce que les Young Bucks, comme je disais, gagnent les titres. Bah finalement non, c'est leurs potes Kenny Omega et Adam Page, qui sont une équipe qui est tout à fait récente, donc du coup qui est pas aussi légitime qu'une équipe bien installée. Et il y a le choix, comme tu dis, à All Elite Wrestling. Donc du coup ça crée cette dissension où Kenny Omega est un peu entre les deux. C'est coéquipier d'Adam Page, mais c'est très bon ami, le meilleur ami voire des Young Bucks. Matt Jackson, le grand frère des Young Bucks, est vachement vénère contre ça. Et il y a plusieurs fois, ils étaient à deux doigts de se foutre sur la gueule sur Adam Page. Ils ont un match bientôt tous ensemble qui a un super gros enjeu, Blood and Guts, qui est un peu un repackaging de Wargames, façon Elite Wrestling, contre The Inner Circle. Et bien ça crée une grosse faille dans l'unité des The Elite. Et du coup, en termes de dramaturgie, on va dire, je trouve que ça fait un truc qui est super intéressant. Rien qu'à voir le match qu'il y a eu à Révolution entre The Young Bucks et Adam Page et Kenny Omega pour le titre. Le match était vraiment sans sas en termes de storytelling dans le ring. C'était wow. C'était un truc assez incroyable, je trouve. Ouais, ils ont fait ça parce qu'il faut donner du temps d'antenne à tes main eventers. C'est la même pratique à la WWE. C'est pas faux, ça. Donc voilà, c'est un peu dommage dans le sens où ils étaient. Je fais du procès d'intention, mais c'est quand ils sont arrivés, ils ont dit on va mettre en valeur la division tag team. Au final, leur champion, c'est quand même Kenny Omega et Hangman Page. C'est pas une tag team. Et des mecs qu'ils avaient commencé à pusher comme Private Party ou je ne sais qui, ils sont plus, on les voit plus trop, quoi. Ils sont un peu tombés dans les limbes. Ouais, mais t'as le temps de Private Party, c'est une équipe qui est jeune, qui est super prometteuse. Ils auront les titres à mon avis. Si c'est pas un problème. Je comme à la WWE. Non, tout le monde finira par avoir les titres. Là, je pense que c'est une question de storyline. Je vois ce que tu veux dire, mais ouais, c'est pas. Il y a pas ce même principe de on met toujours les mêmes. Ils viennent de commencer, qui jouent sur le mettre en avant les gens de The Elite. C'est pas con. Au début, les 3 premiers mois, ils ont été assez réticents à le faire en fait. Ouais, justement. Ça c'est une erreur pour moi. Ouais, ça a été une erreur, ça leur a été un peu reproché, que justement, toute la hype qui s'est créée autour de cette fédération s'est créée autour de ce groupe de 5 personnes, et ils ont pris des positions en disant on veut pas squatter et cannibaliser ton antenne. Et ils ont montré tout le talent qu'ils avaient recruté, et c'était très bien, mais du coup ça perdait un peu Star Power, et donc du coup il a fallu inverser la tendance. De fait, on voit plus Kenny Omega, on voit plus Adam Page, on voit plus les Young Bucks, on voit plus Cody Rhodes, ce détriment forcément d'autres personnes parce que le temps n'est pas extensible, mais voilà, ils doivent trouver leur bonne équipe là-dessus, et je pense que le temps pour que Private Party, que les Best Friends ou d'autres équipes, les Lucha Bros ou LAX touchent l'or à AEW en termes de tag team, il viendra rapidement. Mais ouais, la présentation des Young Bucks et de Kenny Omega là sur les premières semaines, les premiers mois, pour moi c'est assez catastrophique parce qu'ils ont fait que perdre quasiment, et sachant que c'est quand même les plus grosses stars normalement du roster et que c'était meilleurs catcheurs, pour les gens qui les connaissaient pas, c'est assez difficile parce que tu vois que ils passent pour des losers quoi au final. Donc ça, je pense que ça a été des gros problèmes au début. Là effectivement ils sont en train d'inverser la tendance, mais peut-être que c'est un peu trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. Bon, après il n'est jamais trop tard dans le monde du catch, c'est vrai. Exactement.
Ouais, en tout cas, ils ont quand même démarré fort. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient bien monté en puissance. Comment ils, petit à petit, d'abord en proposant 2-3 pay-per-view, on avait eu droit à Double Thing, All Out, puis on a eu le début des weekly à l'automne 2019. Les weekly, ça s'est mis en place. Ils ont commencé à lancer leur pay-per-view. J'ai l'impression qu'ils sont pas trop gourmands en plus dans un premier temps. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de stratégies dans le sens où regarder un peu ce qui se passe avec la NXT le mercredi soir. Bon, le Cody, il a eu un petit peu une phase où il a commencé à parler en disant ouais, peut-être qu'effectivement on pourrait passer au lundi et tout ça. Mais finalement, il s'est rétracté parce que il s'est rendu compte que finalement c'était plutôt pas mal de mettre la branlée à NXT tous les mercredis. Et que peut-être que s'attaquer au vaisseau amiral de la WWE, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Ça c'est le buzz, hein. Ça c'est pour faire du buzz, je pense. Oui, je suis carrément d'accord avec toi. Alors là, totalement d'accord avec toi là. Parce que c'est déjà bien qu'ils aient un contrat télé comme ils ont, hein. Il y a quelques années, c'était pas possible d'avoir une émission de catch comme ça en prime time. Sachant en plus que lundi, il y a les matchs de football universitaire. Ouais, voilà, il y a pas que le propriétaire de AEW, c'est la famille Khan qui sont dans le business du football américain, donc jamais ils vont aller sur les créneaux occupés par le football américain. Financièrement, ils gèrent bien le truc. Ça n'a pas été le cas de toutes les fédérations qui ont essayé de se lancer. La TNA, ça a toujours été une catastrophe. La ECW, on n'en parle même pas. Ça a été des gouffres à pognon, tous autant qu'ils étaient. Là, au moins, apparemment, c'est rentable et c'est bien géré. Donc, c'est un chapeau aussi, quand même. Ouais. Ok, bon, voilà. Sur cette première présentation un peu de la AEW, on va pouvoir parler un peu du show de la semaine. Donc, du weekly. Donc, le weekly, on le rappelle, qui s'appelle Dynamite. Voilà. C'est le nom qu'ils ont donné à leur weekly à la AEW. Alors, ça commence avec Cody. Cody qui démarre le show dans une salle vide. En disant qu'il avait jamais imaginé à quel point le monde était petit, mais si, mon ami Cody, hein, si. Hein. Et donc voilà, après il nous fait tout un speech sur le fait qu'il refuse de vivre dans la peur, qu'il se sent vivant, qu'il espère qu'on a tous ce ressenti. Merci Cody Rhodes, c'est magnifique de penser à nous comme ça. Voilà, donc après il est revenu un peu. Finalement, il nous a fait un peu un teasing de tout ce qui se passait en ce moment, en particulier entre Matt Jackson et Hangman Page. Qu'il avait besoin qu'en prévision de Blood and Guts, qu'il soit sur la même longueur d'onde pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il y a donc Blood and Guts qui est organisé. Alors est-ce qu'il va s'organiser, ça va être une autre histoire. Hein. On verra bien ce que ça va donner, quoi. Et donc voilà, donc une promo un peu générale de Cody au du ring. Alors vous en pensez quoi de Cody justement là depuis un peu les débuts là, sur cette AEW là? Moi je trouve qu'il s'est Triple H-isé un petit peu. Ouais, c'est un peu sa place quelque part. Il a son savoir qu'il a développé auprès de son père et auprès de la WWE, donc il a fait partie effectivement de la plus grosse fédé de catch américaine pendant très longtemps. Donc il a tout un savoir de booking, de production aussi peut-être, de backstage policy qu'il apporte avec lui. C'est le mec qui est toujours à tirer 4 épingles en gros costard, donc c'est un peu aussi la face de la compagnie, pas le face ultime, mais le poster boy un petit peu. Le public l'adore, hein, et le public, les fans hardcore savent que c'est un des piliers de AEW et de la création de cette fédé. C'est un de ceux avec les Young Bucks qui avait dit à l'époque à Dave Meltzer, on remplit pas un stade de 10 000 personnes, chiche, on va le faire. Donc du coup, tout le monde sait, tout fan de AEW sait que si la AEW existe, c'est en partie et pas une petite partie grâce à Cody. Donc il a ce côté-là qui peut un peu paraître Triple H. Alors c'est rigolo quand on voit son intro lors de je sais plus quel pay-per-view où il est avec un sledgehammer et il casse un trône avec justement la croix de Triple H. Donc du coup c'est pour casser le moule et casser ces figures-là en disant qu'il va pas être seulement un politicien comme l'a été Triple H, mais qu'il va rester cacheur. Je pense qu'il a un peu des deux et que lui-même se voit comme le Hunter de AEW, comme Hunter et le papa de NXT aujourd'hui. Hein. Il y a un petit côté comme ça. Mais moi j'aime beaucoup Cody Rhodes, je trouve que c'est hallucinant de voir à quel point on découvre. Moi j'ai découvert ce gars-là au micro et dans le ring depuis qu'il a quitté la WWE, alors que je l'ai vu à la WWE pendant 10 ans quoi. C'est quand tu veux un bon exemple du gâchis entre guillemets que fait la WWE avec certains de leurs talents dans leur roster,
Cody Rhodes, c'est un exemple vivant, je pense. Ah, clairement. Clairement, c'est un des gros points forts de la All Elite Wrestling, c'est d'avoir Cody qui a ça dans le sang, hein. C'est quand même le fils de son père, hein, j'ai envie de dire, de l'American Dream de Dusty Rhodes, qui était quand même une des plus grosses stars du catch de tous les temps, même si il a peu marqué la WWE. Ça a été du côté de la NWA. Ouais, il a marqué le catch des territoires, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il a ça dans le sang. Pareil, Goldust, qui a aussi repris une nouvelle jeunesse là, à la All Elite Wrestling. C'était aussi un main eventer, lui, techniquement, hein, quand il était à la WCW. Il était clairement placé en position de main eventer avant d'arriver à la WWE et d'être un peu confiné dans son rôle de Goldust, là, où il a jamais pu péter le plafond de verre. Mais techniquement, ces deux gaillards-là, c'est des mecs qui sont faits pour être en haut de l'affiche. Et là, on le voit clairement avec Cody depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a lancé ce truc de la All Elite Wrestling et qu'il est passé chez les Indies. C'est vraiment le mec qui a le plus de charisme, je pense, dans le roster. Voilà, à peu près, ça se joue entre lui, Moxley et Jericho. Mais on voit qu'il joue dans une autre catégorie, quoi. Quand il arrive à l'écran, il aspire tout et ses entrées là sur ces différents matchs, ça a toujours été la classe. Son premier affrontement contre Nick Aldis, il y avait un truc qui se dégageait quand il est arrivé au ring avec toute son équipe là. C'est clair. On était dans quelque chose d'assez phénoménal. Surtout qu'il y a toujours un public en feu, hein, la All Elite Wrestling. Donc surtout quand il lance des trucs comme ça, il y a tout de suite une intensité qui se dégage. On a l'impression d'être dans quelque chose d'historique. C'est un des gros points positifs du show d'ailleurs, c'est que le public, comme tu l'as dit, est en feu, quoi. C'est ça. Chaque mercredi, c'est vrai que c'est hyper agréable ça d'avoir un public on fire comme ça se passe à la E-Dub chaque semaine, quoi. Ouais, c'est ce qui fait la grosse différence. Donc du coup, on se retrouve dans une situation totalement différente puisque là, le public est pas là. Et donc du coup, Cody va finir un peu tout son truc en teasant le Blood and Guts. En disant qu'il a besoin du vrai Kenny Omega, du Best in the World, de la machine, qu'il a besoin de The Elite. Et puis du coup, on a l'alcoolique de service, Hangman Page, qui arrive, quoi, toujours comme d'habitude avec soit sa bière, soit son Sky, quoi. Voilà, parce qu'il picole, hein. Voilà, c'est ça son problème, c'est créer des tensions dans la famille de l'élite. Ah ouais. Donc lui, il crée des tensions, quoi. Hein. Donc effectivement, donc est-ce que Page sera à leur côté? C'est toute la question que se pose Cody, quoi. Et du coup, le Page, il acquiesce d'un petit mouvement de lunettes avant de se barrer avec son verre, quoi. Ouais. Cody conclut son segment promo en nous disant qu'en ces temps compliqués et dans cette ambiance, ils vont essayer de nous proposer le meilleur show possible parce que les gens ont besoin d'être divertis. C'est ça. Grand divertissement. L'entertainment doit continuer. The show must go on. Donc du coup derrière on a une petite vidéo package sur un nouveau clan. Tu parlais des clans, Amiral, on en a le Death Triangle qui va être composé donc des Lucha Brothers et de Pac, puisque alors Pac c'est Neville pour les auditeurs qui sauraient pas, voilà, c'est l'anglais de la WWE qui est passé à la EW et qui est donc devenu un heel, le bastard, le bâtard Pac, quoi. Et qui est totalement bien dans son rôle, qui a l'air de s'éclater lui aussi, quoi. Alors là, lui vraiment, s'il y en a un qui a l'air de s'éclater en ce moment, c'est bien le Pac. Et donc moi pour le coup, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner avec les Lucha Brothers, qui sont eux aussi des heels. Et ça fait un petit peu mal à mon petit cœur de Luchasaurus parce que j'aurais bien aimé les voir en face parce que je les aimais bien comme ça. Mais bon écoute, en heel ça passe plutôt bien pour ils sont super efficaces, hein. Ils package, ils ont inquiétant qu'ils ont ils savent très bien tricher. Enfin, le tag team wrestling, ils le maîtrisent à 300%. Et je trouve ça vachement bien les avoir mis avec Pac parce que Pac, dans son personnage, est complètement, on va dire, en cohérence avec eux, avec tout ça, tout ce qu'il dégage. Il est athlétique et en même temps, il est vicieux et puissant comme eux. Et mine de rien, les deux, donc Phoenix et Pentagon, ils sont cool, mais ils sont pas très bons en anglais. On les entend pas beaucoup parler, alors que Pac, lui, pas de problème, donc ça fait que en termes de promo, il va aussi bénéficier au groupe entier, donc ça c'est plutôt malin. Ouais, c'est... Et puis mine de rien, il y a pas mal de trios, hein, les wrestling. Hein. Du coup, un trio en plus, c'est cool, ça va faire des trucs intéressants. Hein. Ouais, pour le coup, on est il se passe pas mal sur la lucha libre, quoi, où les trios, comme nous aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Les trios, c'est très à la mode à la E-Dub, quoi, et effectivement, ça me rappelle un peu le catch mexicain, donc ça, je vais pas m'en plaindre. Après, derrière, on a quoi? Alors, on l'a pas dit au départ, mais à la E-W,
c'est les commentateurs, c'est Tony Schiavone, Excalibur et Jim Ross. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais yaourt, je vous souhaite du courage avec Jim Ross, quoi. Il est incroyable. Ouais. Ça, c'est un des points forts, moi, je trouve, Jim Ross, parce que on comprend pas tout ce qu'il dit, il a pas l'air de comprendre tout ce qui se passe à l'écran. Ouais. Des fois, il a vraiment du mal à vendre des trucs, parce que je pense qu'il est dans l'incompréhension complète. Je sais pas, quand il tombe sur des trucs comme Orange Cassidy ou des machins comme ça. Il vaut le coup d'œil aussi. Ouais, il connaît pas la moitié des catcheurs, et l'autre moitié, il les appelle souvent par le nom WWE. Ouais. Et par exemple, Jack Hager a droit régulièrement à son swagger, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un truc. Et d'ailleurs, il est tellement énorme, Jim Ross, que c'en est arrivé que Bochamania lui a consacré dorénavant un angle spécifique pour lui dans l'émission, quoi. Ouais, it's Ross time. Ouais, it's Ross time. C'est le botch permanent avec Jim Ross. Voilà, quoi. Donc Tony Schiavone, il est là, il est ringside. Il nous fait une petite interview de MJF. Qui lui dit qu'il luttera pas ce soir parce qu'il a pas à le faire, qu'il en a pas grand chose à carrer en fait. Il a trop de pognon pour ça, il s'en fout. Ouais. Par générosité, il va laisser le bas de la carte à la place pour ceux qui veulent se tuer entre eux en direct à la télé. Et du coup, avec Shawn Spears, un autre ex de WWE, en l'occurrence Ty Dillinger, il décide de parier sur les vainqueurs de match. Et du coup, on a notre premier match. Et notre premier match, c'est les Lucha Brothers face aux Best Friends, Chuck Taylor et Trent. Et donc du coup on va avoir un match de quelques minutes. Alors il va y avoir 4 matchs qui ne seront pas trop longs, hein. Ça va pas être très très long, mais par contre ils vont nous proposer quand même pas mal de choses, et moi je vais considérer qu'ils vont nous délivrer pas mal la marchandise. Au niveau des commentateurs, on aura Orange Cassidy qui va venir faire un tour et qui va venir s'installer. Il va d'ailleurs pas rester tout le long du match, et il va même s'endormir, il me semble. Oui, c'est ça. Il ne dira rien, hein, puisque Orange Cassidy, pour ceux qui connaissent pas, c'est The King of Slow Style, donc le roi du style paresseux. Ouais, voilà, c'est ça. Il est tout mou, il est jamais fire up, il fait un lever de pouce à moitié, il catch les mains dans les poches, il fait des trucs assez impressionnants les mains dans les poches, hein, mais ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ouais. Et du coup, il restera pas tout le long commentateur, et vers la fin, il ira faire un dive sur les Lucha Brothers quand même, histoire de rappeler au bon peuple qu'il est catcheur aussi de temps en temps. Voilà, du coup ça nous fait un petit match pas trop mal. Taylor il va profiter d'ailleurs du dive de Cassidy pour porter un pile driver à Pentagon, puisque le pile driver est autorisé à la IW, hein, à la différence de la WWE. Mais le Mexicain va se relever, Phoenix va intervenir, les Best Friends vont tenter le finisher, mais Pentagon va mettre un coup bas à Trent alors que l'arbitre était occupé ailleurs, on sait pas ce qu'il foutait, quoi. Et finalement nos deux amis mexicains masqués portent leur finisher sur Trent, donc une victoire des Lucha Brothers, un petit peu en fourbe, mais c'est normal, c'est des heels. Et puis du coup post-match, Tony Schiavone va interviewer les vainqueurs, mais Chuck Taylor va indiquer qu'il va challenger les Death Triangle à un street fight sans ring ni arbitre, mais dans un parking old school. Voilà les amis. Alors, ou dans la rue ou dans un parking. Il avait pas l'air ou dans la rue ou dans un parking. Ouais, ça n'a pas encore été précisé. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit je vous challenge à un street fight dans une vraie rue. Street, et pas un street fight dans une arène, dans un quoi. Et là pareil, c'est un truc, c'est super malin parce qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir faire des shows avec du public dans une arène avant très longtemps. Donc voilà, ils vont faire un truc dans une rue ou un parking, ils vont filmer ça avec du montage un peu plus filmique et diffuser ça à la télé. C'est super, c'est une bonne idée. Ouais, surtout de le vendre comme ça avec le petit sous-entendu. Voilà, nous on va le. Exactement, ouais. C'est pas ce que fait la concurrence, quoi, non? Et ouais, vraiment, t'as l'impression, durant tout ce show, j'ai eu l'impression qu'ils ont passé quelques jours dans une salle de réunion à se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce show et les shows à venir intéressants vu le contexte, quoi. Et dans tout ça, ils ont sorti quelques bonnes idées qu'ils ont mis en pratique et qui marchent pas mal, quoi. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi Trent qui débarque et qui vend toujours le coup de pied dans les parties. C'était Tony Schiavone qui était sur la rampe, qui lui demande ça va, et lui dit non, ça va pas. Ouais, c'est ça. Il va derrière, il laisse Chuck Taylor prendre le micro, ça j'ai trouvé ça parfait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça c'était notre premier match du derrière, on a un féminin pour la division féminine, donc il va opposer Hikaru Shida, Rio, Chris Statlander et Penelope Ford. Alors là, on va avoir un match court, hein, moins de 6 minutes. Hein. Oui.
Ça a été c'était que 6 minutes, ça? Ah ouais, même moins de 6 minutes, je crois, c'est un 5-40, un truc comme ça, quoi. Donc ça a été assez plié. Alors, Penelope, moi aussi, la division féminine à la IW, ça me paraît assez long. Ouais. Donc, du coup, là, on a Kip Sabian qui accompagne la jolie Penelope Ford, qui a essayé un peu d'intervenir pour aider sa copine, quoi. Mais il y a Rio qui est venu s'en prendre à lui. Finalement, Shida, elle va porter un knee strike à Ford, et c'est elle qui va remporter le match. Ce qui est logique, parce que c'est Shida, c'est actuellement la contender, pour ceux qui ne suivent pas AEW, contre l'un des fondamentaux de l'AEW, c'est que chaque victoire, chaque défaite compte. Et donc, on trouve régulièrement des classements. Il y a un top 5 qui a été mis à jour chaque semaine après chaque show pour la division tag team, pour la division féminine et pour la division masculine. Et donc, il y a un classement du first contender, second contender, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, du coup, on sait à tout moment qui a droit à un title shot, qui est en haut ou en bas de l'échelle de la carte. Et actuellement, chez les femmes, c'est Hikaru Shida, c'est qui remporte ce match, qui est la mieux classée et donc la mieux amenée à pouvoir défier la ceinture de Nyla Rose. Donc ça aussi, c'est une grosse différence entre la WWE et AEW. On sait pas, on n'a pas encore assez de recul pour voir comment ça marchera. Hein. Est-ce que c'est vraiment efficace ce système de classement, sachant qu'ils ont déjà annoncé, ils l'ont déjà fait, ils remettent chaque année les compteurs à zéro. Même s'il reste sur internet le classement sur la carrière entière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'ailleurs, de ce principe de ranking, de classement un peu plus sportif, finalement, de la AEW par rapport à la WWE ou cette fédération? Bonne, mauvaise idée? Pour moi, c'est une mauvaise idée parce que déjà, tous ceux qui sont en bas de classement, ils passent pour des clowns. Et ça a tendance à lier un peu les mains des scénaristes. Tu vas te compliquer la vie pour pas grand-chose, quoi. C'est juste... comme ça, théoriquement, ça peut être sympa, mais je pense que sur le long terme, c'est contre-productif. Ouais, j'avoue que je suis un peu team ringside, moi aussi. Moi, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, en fait, ça. On est dans le catch, on est dans un spectacle sportif. Quel est l'intérêt finalement pour les lots? Et comme l'a dit justement l'ignoble ringside, pour le quart d'heure, c'est pas très cool, en fait. Tu rentres, tu rentres sous le petit entron et t'as un truc qui s'affiche avec victoire 2, défaite 75. Bon, c'est pas génial, quoi. Moi, moi, les rankings, personnellement, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, ça. Ouais, surtout qu'ils sont clairement dans le sport divertissement sportif, comme ils avaient essayé de nous le vendre au départ. Donc Après, je suis assez d'accord avec vous. Dans les chiffres des low carders. Maintenant, il y a déjà eu des cas dans la courte histoire de AEW où ils sont partis sur un truc et ils se sont rendus compte que c'est une mauvaise idée et ils ont fait une machine arrière où ils ont annulé les trucs. Et quelque chose que la WWE a du mal à faire. Pour l'instant, les Wrestling ont pas hésité à revoir leur copie, à changer des plans en cours de route en disant ok, on va pas dans la bonne direction. Par exemple, ils avaient commencé à monter une faction féminine, le Nightmare Collective, autour de Brandy Rhodes. Et puis ce truc-là, ils l'ont abandonné parce qu'ils ont dit ok, ça marche pas, ça réussit pas à faire ce qu'on veut faire. On va l'annuler, on va laisser tomber cette storyline. Donc j'ai assez confiance si jamais ils se disent en termes de booking, en termes de scénario, c'est trop contraignant et c'est compliqué et c'est chiant. Je pense qu'ils reviendront sur ce truc-là, quoi. C'est pas ancré dans le marbre. Ouais. Oui, rien n'est jamais ancré dans le marbre, dans le catch. Et puis après pour le, pardon. Vas-y. Non, je disais pour le truc de Brandy et je sais plus comment ça s'appelle, son Nightmare Collective, ouais. Le Nightmare Collective, c'est aussi parce que Awesome Kong est blessé, qu'ils ont. Non, elle est partie. Ouais, elle est partie tourner aussi à la dernière saison de Glow aussi également. Mais je pense c'est même pas ça. Je pense qu'ils avaient du mal à la réaction avec cette faction. Donc. Mais après, comme l'a dit. C'est vrai que la division féminine a du mal à trouver son équilibre, a du mal à trouver ses marques. C'est actuellement, je pense, la division qui a du plus de mal à décoller. Hein. Ouais. Bah là, pourtant, on voit. Ouais, vas-y. Il y a du talent, il y a du talent, mais il y a du mal à avoir un booking consistant qui crée des stars et qui nous donne envie de regarder et donner du temps de matchs intéressants. Ouais, du talent. Il y a les japonaises, quoi. Après, le reste. Là, on l'a vu dans le match-là, il y en a 2 qui savaient catcher sur 4. Hein. La pauvre Penelope Ford, là, elle a failli se tuer quand même sur un Hurricane Rana.
Sur son Poison Rana. Elles sont vachement green, hein, que ce soit Statlander ou elle. Maintenant, il y en a d'autres qui sont, par exemple Shanna, hein, il faut pas hésiter à la mettre en avant, parce qu'elle, elle sait ce qu'elle fait. Hein. J'espère bien que Shanna va être mise en avant à un moment ou un autre. Ça quand même une super bonne nouvelle pour le catch français, pour le catch féminin français. C'est ça. Bon, on en avait parlé, hein, elle a tout ce qu'il faut, il y a personne de lui faire de l'ombre au final. Il y a Bea Priestley aussi que moi j'aime beaucoup, catcheuse, hein, la copine de Will Ospreay dans la vraie vie, qui est je trouve très très bien installée, qui est championne Stardom actuellement, enfin bref, qui a un gros pédigré. Britt Baker qui est pas la meilleure dans le ring, mais qui fait le job et qui sait ce qu'elle fait aussi, je trouve. J'aime pas du tout moi, mais pareil, dans le ring, elle a pas un style qui m'attire, mais elle arrive à vendre des trucs et elle est pas aussi Penelope Ford par exemple. Big Swole aussi qui a un petit pédigré dans l'indie, hein, sachant que elle dans la vraie vie c'est la copine de comment il s'appelle, le mec de 205 à la WWE, Alexander. Ah, Cédric Alexander. Ouais, c'est la copine de Cédric Alexander. La petite nom cash. Ah, tu connais tout le voici moi je suis le gala du catch, moi. Attends, putain, la vache. Alors, justement, tiens, parce que on parlait de Brandy Rhodes, mais Brandy Rhodes, pour le coup, ce soir, elle était, c'était la ring annonceuse, quoi. Hein, c'est ça. Elle fait ça bien, en plus. Ouais. Elle avait fait ça, hein, à la WWE. Et d'ailleurs, ce qui est super drôle, sur son petit, pas son petit encron, mais à la télé, le petit encart qui me présente Brandy Rhodes, quand elle apparaît à l'écran, il y avait marqué au-dessus, elle avait pourtant dit ne jamais, à nouveau, qu'elle ne ferait plus jamais ring annonceur, quoi. Et ils mettent souvent des petites conneries comme ça sur au-dessus du nom, comme on McPage chaque semaine. Regardez ce qui a marqué, c'est à chaque fois du délire. Là cette semaine il y avait marqué pratique juste au-dessus il y avait marqué pratique le social distancing depuis octobre. Il y a ce côté fun encore une fois. Donc du coup, on avait Tony Schiavone qui était ringside et voilà et donc qui interviewe Colt Cabana qui était là. Boom. Qui va pas nous dire grand-chose, qui va juste nous dire que ça lui fait bizarre de voir la salle vide quoi et puis il dit que Kip Sabian est en train de détruire la carrière de Penelope Ford si tant est qu'elle ait une carrière. Et donc il y a Sabian qui vient un peu pour le chauffer, qui vient provoquer Cabana puis finalement qui se barre. Il se prend une bonne claque dans la gueule, quoi. Oui, exact. C'est super drôle, Cabana qui lui fait, non, mais dégage. Il lui met une giflette, c'est vrai, Une giflette. Ça m'a fait rire parce que Sabian, il arrive, il veut pousser Cabana, mais c'est lui qui bouge. C'est pas, Cabana, il bouge pas d'un poil, quoi. C'est ça. Et là, mine de rien, quand dans 2 semaines, on aura un match Colt Cabana contre Sabian, ça aura terminé. En 2 secondes, tu crées un prétexte à un match, pourquoi pas, quoi. Ils ont su prendre profit de mettre des catcheurs autour du ring pour faire de l'ambiance. On s'en sert aussi pour monter des matchs, quoi. Ouais, ça c'était pas mal. Bravo. C'est tout con comme idée, mais bravo. Ouais, c'est vrai, rien à dire là-dessus, ouais, c'est clair. Et du coup, Tony Schiavone, il reste à l'affiche puisque il y a un petit package vidéo qui suit avec le champion Jon Moxley. Qui indique qu'il est pas clear, quoi, qu'il peut pas être médicalement apte à lutter ce soir, mais que qu'il manquera pas Blood and Guts, il y a pas de problème, qui sera rétabli là-dessus, quoi. Et derrière on enchaîne avec un match et là on a les Jurassic Express, alors sans Marco Stunt qui est on sait pas trop d'ailleurs, je pense que soit il est covidé, soit il est blessé, mais il est pas là. Donc Jurassic Express est représenté par Luchasaurus et Jungle Boy et ils affrontent Butcher and the Blade dans un match sans The Bunny. Comment? Sans The Bunny. Il y a pas The Bunny aussi parce que The Bunny n'était pas là, ouais. Ah bah non, c'est dommage. Ouais, c'est vrai qu'elle était absente, quoi. Donc là encore une fois, on a encore un match assez cool. Mais assez court aussi, qui va tourner finalement à l'avantage des faces après que Luchasaurus il est sorti le Butcher du ring et les Jurassic Express portent leur finisher commun sur le Blade pour le compte de 3 et victoire des Jurassic Express. Chouchou. Sachant que juste avant le match on a vu encore et Pierce en train de parier, MJF qui demande à Butcher et The Blade de venir
j'ai besoin d'une victoire, faut vraiment que vous gagnez par rapport au pari, sachant que dans l'histoire, pour la faire très courte, MJF avait engagé Butcher and the Blade et The Bunny afin de faire la vie dure à son ennemi Cody Rhodes. Donc voilà, il continue à un peu faire des petits events autour du ring. On voit qu'il picole du vin. À Money Spear, il a des chicken McNuggets et des chicken wings ils sont en train de bouffer. Il y a Lance Archer qui les a rejoints avec Jake the Snake Roberts. Enfin, ça continue à se passer des petits trucs comme ça de comédie wrestling ou d'ambiance autour du ring. C'était plutôt cool, je trouvais. Ouais, il y a plein de petits détails comme ça. Peut-être que c'est justement le fait d'avoir un show qui a permis ça aussi, quoi. Je crois, tu vois, de pouvoir permettre de glisser tout un tas de petites choses comme ça, parce que mine de rien, on l'a pas signalé pour NXT non plus d'ailleurs, mais NXT comme AEW, leur show dure 2 heures, hein, puisque NXT est passé à 2 heures depuis le mois d'octobre. Ouais, exact. Donc du coup, c'est vrai qu'il passe beaucoup de choses. Bon, les amis, on va passer au premier climax de ce Dynamite. Les Dark Order arrivent sur le ring. Et, parce que tout le monde attend de savoir qui est l'Exalted One. Et Evil Uno, que celui-ci approche et que quand il va être là, bah, ça va chier des bulles, quoi. Hein, ça va chier des bulles carrées, quoi. Et il nous indique que l'Exalted One ne ment jamais. Alors bon, je sais pas trop pourquoi. Et du coup, Christopher Daniels arrive et vient pour interrompre qu'il n'y a pas d'Exalted One, que tout ça c'est du pipeau, quoi. Qu'ils font perdre leur temps aux gens, quoi. Et que tout à coup, une musique se déclenche et un message apparaît sur le titantron, quoi. Et My Name, comment il nous fait ça? Il nous fait, le message. Ouais, on entend. Je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Et si je veux quelque chose, je le prends. Ouais, voilà, exactement. Ah, il est bon cet amiral. Voilà, quoi. Et donc, on finit par découvrir qu'il s'agit de Brody Lee, notre ex Luke Harper de la Wyatt Family. Donc du coup, Daniel d'ailleurs ne restera pas impuni pour ne pas avoir cru en lui. Oh, ça commence mal pour Christopher Daniels, cette petite affaire, quoi. Et donc Brody Lee nous confirme qu'il est le leader du clan en proclamant I am Brody Lee and I am the Exalted One. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, hein, c'est bien un clan Hill, hein, donc il ordonne direct d'attaquer Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Il se téléporte dans le ring, hein. Comment? Il se téléporte dans le ring, derrière les deux, hein. Donc petit pouvoir s'en assurer à la Undertaker ou à la Bray Wyatt, juste. Et il singe le moment, il prend Christopher Daniels en position de Sister Abigail avant de lui faire son Disgust Line. Ouais. Donc, petit clin d'œil plutôt savoureux pour ceux qui connaissent d'où il vient. Et j'ai adoré quand il parle à Christopher Daniels qui lui dit « Tu n'es pas le premier vieil homme qui n'a plus aucune idée de ce qui se passe et de ce qui est bon à ne pas croire en moi, mais je vais m'assurer que tu sois le dernier. » Exactement. C'est ça, le out of touch old man. Petit clin d'œil à Vince McMahon. Ah bah ouais. C'était parfait. Ringside, t'as pensé quoi de cette arrivée de notre bon Brody Lee là? Fan service. Ah, fan service. Le larbin de Bray Wyatt parce que tu as fait la promo mieux que lui l'a faite. Hein. C'est quand même super léger au micro. Moi, faut dire, c'est pas la WWE qu'on a le temps de développer ses compétences au micro, hein, vu que le micro il a eu. Il vient de la génération FCW là où ils sont tous mauvais. Hein. Alors il y a sur le VVE Network il y a un documentaire là qui est sorti sur la Florida Championship Wrestling qui était le centre de formation avant NXT. Maintenant vous savez qui sont les coupables, qui a formé toute cette génération de catcheurs qui sait pas sortir une promo. Hein. C'est qui? Dr Tom Pritchard, Billy Kidman et Norman Smiley. Okay. Voilà, ce sont eux les coupables et Steve Kern qui est le Skinner. Voilà, donc le documentaire est très intéressant, mais alors eux ils se mettent en valeur, hein, ils disent qu'ils ont fait du bon boulot. Bien sûr. Et tu vois que tous ceux qui sont formés, c'est tous ceux qui savent pas foutre une promo. Oui, mais surtout c'est que on lui a pas laissé. Il a ça problème quoi. Ouais, mais je trouve pas que même si tu lui avais donné le micro, il aurait pu bosser. Il aurait pu s'améliorer. Il aurait pu s'améliorer. Je suis moins dur que toi. Je trouvais que c'était pas la promo du siècle qu'il a fait de Wanda, évidemment, mais j'ai fait il sait parler au micro un petit peu quoi. Je suis carrément moins emballé que toi. Moi, en leader de clan, je suis pas emballé. Hein. Je dis pas ça, hein, mais je dis juste, ok, je pensais pas qu'il était aussi correct
j'aurais pensé ça de plus catastrophique, en fait. Je pense que mon niveau d'attente était inférieur au sien, et du coup, j'ai fait, ah, ok, on va voir. De toute façon, sur l'Exalted One, il n'y avait pas 10 000 solutions. C'était soit lui, soit Matardi, soit on savait que c'était pas Lance Archer, parce qu'ils étaient tous annoncés comme quoi ils avaient signé. Moi, je pensais que ce serait Scorpio Sky, le chef, pour avoir un retournement un peu de situation, un vrai rebondissement scénaristique. Là, si tu sais pas que le mec il vient de la WWE, t'as pas vraiment d'intérêt dans toute cette histoire. C'est juste un gars qui débarque, on sait pas forcément qui c'est. Je sais même pas si les gars qui regardaient la WWE se souviennent de lui, quoi. Mais et derrière, pour moi, c'est pas un mec qui est capable de diriger un clan. Donc moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est sympa de le revoir. Je pense qu'il va faire des bons matchs. Mais il arrive, il a un costume ridicule, il sait pas tenir la promo, Ça, il a l'air un peu out of shape, quoi. Mais bon, après, moi, je sais qu'il a beaucoup de talent dans le ring et qu'il peut sortir des gros matchs. Il sera à sa place à la All Elite Wrestling. Maintenant, j'ai peur que toute cette histoire de Dark Order, ce soit un pétard mouillé. Vu le temps qu'ils ont investi dedans, c'est un peu dommage, même si moi, déjà, depuis le départ, je suis pas trop emballé par tout ça, parce que les différentes vidéos qu'il y a eu, etc., ça tombait souvent dans la série Z, le ridicule. C'est sûr que c'est une gimmick qui est super casse-gueule, Dark Order. D'ailleurs, c'est très compliqué les 2 premiers mois. Après, ils ont repackagé un peu le truc. Il y avait ces espèces de vidéos, les petits papiers. Vous en avez marre de perdre avec un petit numéro que tu prends, que t'appelles. Et ça, c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'ils avaient fait au début. Là, voilà, c'est la 3e étape du concept Dark Order. On va voir si c'est un flop, s'ils reviennent au flop comme au début, ou est-ce qu'ils continuent à faire un truc un peu sympa. À voir. Dans tous les cas, moi, ce que je trouve plutôt cool, c'est qu'ils aient pas, qu'ils sont allés jusqu'au bout du truc. Ils ont fait cette grosse révélation dans un show où il n'y aurait pas de public. La WWE, elle aurait gardé le truc pour plus tard, quoi. Ils ont fait non, on a prévu le balancer maintenant, il n'y a pas de public, c'est pas grave. Et je trouve que ça plutôt pas mal, surtout comme l'a dit Chris, c'est le premier climax de la soirée, donc c'est pas le seul. Ouais, c'est ça, ouais. Alors du coup derrière on a Archer justement, tiens, qui fait son apparition. Mais alors il y a un Jake the Snake Roberts qui est là, qui est dans un état. Qu'est-ce que ça me fait mal au cœur à chaque fois que je le vois, quoi. Moi qui l'ai suivi, voilà, dès les débuts à la WWF, quoi. Oh, la vieillesse est un naufrage. L'abus de substance. Ouais. Il est vieux, mais niveau promo, il est toujours là, parce que incroyable. La promo, il est incroyable. Ouais, parce qu'il fait savoir qu'il s'est senti insulté par Cody, qui lui a même pas répondu correctement. Il a pris cela comme un crachat au visage. Il dit. Il a entendu Cody et ses potes parler plus tôt, et voilà, il dit que ça tourne toujours autour d'eux, quoi, en fait. Ouais. Et donc du coup, il ajoute qu'il va être temps de respecter un peu les gens. Et il pense qu'il est temps que Cody rencontre Archer. Et derrière, paf, le chien, on se retrouve avec Archer au milieu d'un ring backyard, dans une forêt ou je ne sais quoi, et avec une présentation par un nain, certainement un cousin d'Hornswoggle. Et on nous montre Lance Archer qui est en train de détruire tout un tas de mecs, d'ailleurs, qui n'avaient pas l'air dans une condition physique extraordinaire, hein. Et voilà, et donc finalement le premier contact qu'on a avec Lance Archer à la AEW, c'est Lance Archer, Backyard Wrestling. C'est exactement ça. Ouais. Moi je trouvais ça, la vidéo, je trouvais ça cool, une espèce de truc un peu cradin, avec son panneau, tout, mais avec des bigoudis, une clope au bec. Enfin, il y a un petit côté redneck super assumé. Alors voilà, je trouve que en termes de production, cette vidéo, elle fait le job. Clairement, il y avait des plans super sympas quand un plan seulement fait au drone en l'air, où tu vois de haut le ring avec 20 mecs dans le ring qui sont étalés et Lance Archer au milieu. Tu fais ok, on build le mec comme étant une espèce de monstre, le Murder Hawk. Ouais, là aussi, il y a un peu en termes de production, c'est de qualité. Ils prennent du temps pour présenter le personnage à ceux qui ne connaîtraient pas, hein, Lance Archer. Là. Donc moi, je le connais surtout de la NJPW. Hein. Il a fait partie du Killer Elite Squad, donc une équipe avec David Boss Smith Jr. qui était Tag Team Champion il n'y a pas longtemps. Il a été US Champion aussi à la NJPW. Donc voilà, il présente le gars. Encore un gros heel super monstrueux qui débarque à la Elite Wrestling. Ça.
Moi, j'aime bien ce qu'ils font pour l'instant. Et encore une fois, la promo il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, de Jake the Snake qui débarque en plein ring avec Cody. Si vous voulez voir une promo dantesque, allez la regarder sur YouTube. Elle est vraiment, mais j'ai encore des frissons rien que d'y penser. Elle était fabuleuse. Bon, Ringside, toi, le fan de la NJPW, là, qu'est-ce que t'as fait de voir Lance Archer dans ce segment-là? Ringside? Pardon. Ouais, moi, je suis moins emballé. Cette vidéo, je trouve ça un peu kitsch. Voilà, Lance Archer contre des accros à la Crystal Meth, là. C'est exactement ça. C'est marrant, mais vu le pédigré du mec, vu son passif dans les autres fédérations, ils auraient peut-être pu jouer là-dessus. Bon, après c'est mon point de vue, mais j'ai un peu du mal à accrocher à leurs vidéos quand ils se lancent dans des trucs comme ça. Ah ouais, je trouve ça moins convaincant que d'autres trucs, mais c'est trop mis en scène, c'est pas ce que je recherche moi dans un show de catch. D'accord. Ça a tendance à me faire décrocher. Moi j'aime bien le côté feuilleton, storyline, storytelling, série télé, etc. Et du coup moi je suis client de ça, c'est clair quoi. Ouais, je pense que c'est la différence entre moi et beaucoup de gens, c'est que je regarde pas vraiment le catch comme une série télé. Il y a quelque chose d'autre, ce que je recherche pour moi c'est quelque chose d'autre, donc c'est sur des choses comme ça je suis vraiment moins client. Même si c'est fait proprement, au maximum de ce qu'il pouvait faire, mais c'est comme la vidéo de promo de Wardlow quand il était dans le parking là, qui se battait avec des gens. C'était un peu la même chose, mais pour moi je trouve ça kitsch à chaque fois. Ouais, je trouvais ça moins bien fait, un truc de Wardlow. Je trouve ça plus joli comme séquence en termes filmiques, c'est plus intéressant. Ouais, bah oui, après c'est fait vraiment de qualité, mais le truc de base fait que je trouve ça trop kitsch. Je comprends. Ouais, après, c'est le côté cradingue, tout ça, c'est aussi quand même une passe justement aux États-Unis parce que c'est voilà, le catch backyard aux États-Unis, c'est quelque chose quoi, mine de rien quoi. C'est un truc tous les week-ends entre potes, on s'organise un petit show de catch peinard et finalement voir Lance Archer là-dedans. Bon, effectivement que moi je peux pas dire que j'ai trouvé ça génialissime, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé non plus quoi. J'étais juste étonné finalement que Lance Archer soit lancé dans un segment comme ça pour vraiment son arrivée dans la Fédé quoi. J'aurais pensé qu'il aurait eu droit à quelque chose de plus je sais pas de plus fort, de plus je sais pas. Pour l'instant moi je suis plutôt attentiste sur cette affaire. Ouais. Après l'association avec Jake le Snake pour moi ça c'est super hein. Les deux font peur Ah ouais. Je pense qu'ils vont faire un gros impact dans la fédération. Ouais. Ça, je suis assez d'accord là-dessus. Voilà. Et bah écoutez, du coup, les amis, on arrive à notre deuxième climax de la. Alors là, on a un match, on a un 3 contre 3. Voilà, on est toujours en mode trios, décidément, c'était le thème du jour. Et donc, ce match va opposer les Inner Circle avec Jack Hager, Ortiz et Santana qui vont affronter Cody, Matt Jackson et Hangman Page. Et ce match, il a un intérêt puisque les vainqueurs auront un avantage pour le Blood and Guts match qui va être une espèce de War Games, quoi, pour résumer vite fait. Avec un toit. Avec un toit. Ouais, le vrai War Games. Ouais, c'est la différence. D'accord, avec un toit, ouais, ok. Et du coup, ils sont accompagnés aussi par les potes, parce qu'il y a Sammy Guevara au coin, il y a Kenny Omega et Arn Anderson qui sont aussi là. Il y a Chris Jericho qui est présent et qui est à la table des commentateurs. D'ailleurs c'était assez marrant puisque Sammy Guevara s'est mis à chanter Judah, le theme song de Jericho, très très mal bien évidemment, et Jericho lui s'en est éclaté en disant que Sammy Guevara était un chanteur incroyable. Ça c'était assez moi j'ai trouvé ça assez fun en fait ça. Et carrément aussi. Alors là par contre pour le coup on a eu j'ai envie de vous dire que depuis une semaine, vu qu'on est un peu sevré de matchs de catch, et là on a eu un match de 20 minutes, voilà. Où d'ailleurs Jackson et Page semblent s'entendre un petit peu mieux, ça semble un peu s'améliorer entre eux, et où là finalement on va avec un peu toutes les tentatives et un peu tout le moveset qui va y passer, et je pense à la surprise générale, enfin peut-être pas pour vous, mais c'est Santana qui va surprendre Jackson avec un roll-up et pour faire gagner les heels. Et alors là on a un Jericho qui est fou de joie quoi, qui prend le micro, qui dit que les fans de la AEW sont privés de venir dans le public pour tous les prochains shows, que les The Elite est maintenant réduit à 4 et qu'ils n'auront aucune chance pour le Blood and Guts match. Eux, l'Inner Circle, ils sont unis, ils boivent pas autour du ring,
Coucou Page. Et voilà, et Gabe Hardy prend aussi la parole pour dire qu'il se trouve un beau gosse et dire que Brandy Rhodes pourra pas lui résister. Et au moment où il dit ça, et d'ailleurs il a bien raison, parce que moi Brandy Rhodes, moi aussi j'aimerais bien qu'elle ne me résiste pas. Et au moment où il dit ça, le Sammy Guevara, il y a un drone qui débarque, et plus précisément un Vanguard One. Oh. Et donc ce drone va descendre dans l'arena. Et là, The Elite nous annonce qu'il va bien y avoir un 5e membre pour la semaine prochaine. Quelqu'un qui leur devait une faveur. Uh-huh. Et là, en haut de l'arena, qui on découvre? Le Broken Matt Hardy, qui apparaît et qui donc va nous faire son signe d'Elite. Alors voilà, Delete, sans personne pour répéter derrière, mais bon, Delete. Et donc le Broken Matt, il arrive vraiment dans sa gimmick de Broken Matt, avec sa mèche blonde qui a été remplacée par une mèche rouge. Et oui. Et voilà, il sera donc le 5e membre de The Elite. Alors là, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de l'arrivée de Matt Hardy à la IW? Bah là aussi, c'est ils auraient pu, parce que forcément, t'imagines bien qu'avec 5000 personnes ou 6000 personnes dans l'arène, il y aurait une pop absolument énorme et tout le monde chantait Delete, Wonderful, Obsolete, ce que tu veux. Mais voilà, il dit ok, pas de problème, on n'a pas de public, mais on fait quand même nos big reveal, nos grosses révélations. Après voilà, c'était, on se doutait forcément que Matt allait arriver. Pour toute personne qui suit un peu le catch, un peu dans les backstage, ce qui se dit, c'était quasiment sûr. Surtout que dans les dernières vidéos de Freeze the Elite, la petite web série de Matt Hardy, bien du coup, il y avait les frères Jackson et Young Bucks qui étaient venus afin de super kick Zénith hors de son corps. Et donc là, on a Matt Hardy qui revient à la mèche rouge. Donc il est maintenant habité par une autre entité, Damascus, il me semble. Donc voilà, écoute, ça va être, c'est cool. Moi, c'est dire si ça permet enfin à Matt Hardy d'avoir une fédération avec du pognon qui est prête à en investir pour donner les moyens de vraiment porter son délire, son univers, le Broken Universe, dans ce qu'il voulait faire et qu'il n'a pas pu faire à la WWE ou à Impact. Très bien, allons-y quoi. Il a plus beaucoup d'années dans le catch, Matt Hardy, c'est évident. Il est un peu cassé de partout, donc il est cramé physiquement. Il est cramé physiquement, il faut le dire. C'est pour ça que le mettre dans un Blood and Guts, un match 5, c'est pas con, parce que du coup, on va moins voir qu'il peut plus catcher correctement que dans un contre 1, c'est évident. Donc ouais, moi tout ce que j'espère, c'est que ce soit pas juste pour venir faire ce match et repartir, mais qu'il soit là pour pouvoir justement développer sur des semaines et des semaines son univers commentaré, notamment en plus. Il a son compound, il a son terrain avec son catch, son ring de catch, je veux dire, dans la résidence Hardy. Donc là, ils peuvent tourner plein de trucs qui pourront diffuser la semaine prochaine, et puis la semaine d'après, puis la semaine encore d'après à Dynamite. C'est une source de contenu catchesque qui peut contourner le problème du coronavirus. Donc c'est un très bon moment pour que Matt Hardy les rejoigne. Ouais. Ami Ringside, lève ton verre et surtout ne le renverse pas et donne-nous ton avis. Voilà, grosse erreur de la WWE d'avoir laissé Hardy. Le moment idéal pour lancer le truc de l'univers Broken avec des segments vidéo filmés Compound de la famille Hardy, sur les terres de la famille Hardy. Quelle tristesse quand même qu'il n'y ait pas eu du public pour l'arrivée de Vanguard One. Là, ça aurait été une pop phénoménale, l'arrivée du drone là, et puis la révélation de Matt Hardy, ça va être un grand regret, je pense, qui va rester quand toute cette crise sera terminée pour l'histoire du catch. Ouais, voilà, de Matt Hardy qui revient, qui se place directement dans le main event. Il va avoir effectivement, comme tu dis, les financements pour produire un peu son univers là, qui avait fait tellement de buzz à l'époque. Voilà, ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire de différent avec Matt Hardy. Sachant qu'effectivement, physiquement, c'est plus ça du tout. Comme tu dis, là, il lui reste que quelques années. Moi, je dirais qu'il tire là quelques années en trop. Maintenant, il faut absolument lui donner un boulot backstage, en faire le general manager de l'émission. Faut qu'il soit omniprésent. Faut que son univers, fusionne avec le truc de la All Elite et puis nous donner un truc vraiment radicalement différent de ce qui se fait ailleurs. Et ça, pareil, je pense que c'est une excellente nouvelle pour la All Elite Wrestling d'avoir ce roster qui s'enrichit d'un talent comme Matt Hardy, qui effectivement pas du tout été exploité ces dernières années à la WWE. Ils ont tenté de faire le truc Woken, mais ça fonctionne pas à la WWE. C'était nul, ouais. C'était pas bon.
Voilà, moi, il est vraiment plus cet univers-là se marie plus avec l'esprit de la All Elite Wrestling, donc complètement, ouais. Vraiment plutôt optimiste sur ce qui va se passer là-dessus. C'est une des bonnes nouvelles de la semaine. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que ce soit sans public et que Matardi soit un peu pété physiquement. Ça, j'espère que dans le match, ça ira. Dans le ring, il arrivera à sortir des trucs intéressants. L'expression de Jericho d'ailleurs. Jericho, il est magnifique. Matardi, c'est génial, quoi. Il a vraiment cette gueule, genre, il a vu un fantôme, il dit genre, oh mon dieu, non, pas lui, quoi. C'est impérial. Alors, Jericho, c'est ce qu'il y a de mieux à la All Elite Wrestling, hein. Depuis le début, je vais le redire, mais oui. Inner Circle, c'est magnifique. Chris Jericho est énorme. Moi, depuis le début, je le trouve énorme. Là, franchement, j'ai rien à redire sur le Canadien parce que vraiment, je le trouve totalement fantastique. Il est incroyable au micro. Bon, il a plus la shape des belles années, hein, ça c'est sûr, hein, mais il est beaucoup plus restreint dans le ring que ce qu'il faisait auparavant. Mais, il a adapté son style. Maintenant, il est beaucoup plus brawler, donc beaucoup plus bagarreur. Donc il a su là aussi se réinventer dans ses moves pour ne plus avoir effectivement l'athlétisme qu'il avait avant. Il a compensé par cette violence. Ça passe bien. Mais je suis d'accord. Effectivement, il n'a plus qu'un seul abdo. Ouais. Un abdo unique. Ouais. Donc du coup, pour finir un peu sur le weekly AEW, qu'est-ce que vous en avez pensé là? Un show sans public. Et par rapport à ce qu'avait proposé la WWE jusqu'à présent. Pour moi, c'est sans aucune commune mesure. Ils ont réussi à place sympa pour pallier au manque du public. Je vois difficilement comment un show sans public avec la AEW aurait pu être mieux, vraiment, largement mieux que celui qu'ils nous ont offert cette semaine. Ringside? Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Ils ont vraiment bien fait le boulot. Le fait d'avoir mis les GF et compagnie autour du ring, ça a donné de la vie au spectacle. Après, ils ont peut-être cet avantage d'avoir un roster qui est plus habitué à catcher devant personne que la WWE. C'est vrai, c'est pas faux. ça s'est ressenti quand même, mais non, franchement, il faut leur tirer leur chapeau parce que dans les conditions actuelles, ils ont vraiment fait un boulot qui était plutôt bon et bien plus divertissant à regarder que la WWE, clairement. Ok. Alors donc du coup, on donne pas de top flop note pour cette première édition, mais on va dire que pour cette première baston des mercredis, pour vous, qui c'est le vainqueur à la sortie là? AEW. Ouais, oui, il faut donner la victoire à la All Elite Wrestling. Bon, il y avait un adversaire qui était déjà KO avant de monter dans cette semaine, mais ouais, il y a juste un truc que j'ai pas mentionné dans la promo de Cody au tout début. Quand il emploie des termes comme j'ai plus envie de mettre over Hangman Page, ça c'est pareil, ça parle pas trop au grand public, c'est du langage de fan de catch, hein. Si t'es pas au courant, tu peux pas forcément comprendre grand chose à la promo et le fait qu'il parle de divertissement sportif, ça, c'est le créneau de la WWE. Je trouve ça un peu bizarre de jouer cette carte là. Et du coup, ce sera mon flop de la soirée, même si on fait pas de top flop dans cette émission. Mais bon, allez, faut dire ce qu'il y a. Ils ont écrasé NXT, ils ont même écrasé tout le main roster de la WWE cette semaine avec ce show qui était vraiment, qui était quand même bien réussi malgré les conditions. Hein. Il faut le raccorder. Hein. Ouais. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi aussi, hein, je donne à AEW vainqueur de la baston des mercredis là, hein, par KO. Voilà. Pour moi, c'est par KO cette semaine. Là. Et puis, comme tu l'as bien dit, Ringside, c'est par KO aussi pour Raw et pour SmackDown. Quoi. Vraiment, la AEW là, nous a proposé un show sans public, mais il y avait de la qualité. Et voilà, ils ont eu des idées. Bah, c'était original, quoi. Voilà, ils se sont un peu creusé la tête et pour essayer de proposer le meilleur produit possible. Et là, bah, pour du coup, l'équipe Catch-Up donne un 3-0 à la AEW. Pour la première édition de la baston des mercredis. Bah voilà le trios. Nous voici arrivés au terme de cette première édition de la baston des mercredis. Donc on va vous connaissez la procédure. On va rappeler à tout le peuple de Catch-Up comment vous pouvez nous trouver. Donc déjà rejoignez-nous sur Discord. On est de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et c'est bien sympa pour mettre de l'animation sur le Discord.
Après, vous nous trouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, podcastapple.com, podcloud.fr, Open Spotify, Deezer.com, Google.com, après Facebook, Twitter, Instagram, le site catchuppodcast.fr. Et puis bien évidemment, vous nous trouvez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche, la totale quoi en fait, hein, la totale. Là, c'est gratos. Admirable amiral, je te remercie de ta présence, de nous avoir honoré de ta présence. Comme quoi, je ne fais pas que des no-shows. Ouais, voilà, pour une fois, là, pas de no-show de la part de l'amiral. Mon bon Ringside, pareil. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir de te retrouver et puis de l'amiral avec. Voilà, toi, voilà, c'est un énorme plaisir. On va souligner quand même l'effort, hein, toi qui es malade et tout, hein, qui est alité depuis 15 jours à la maison, c'est quand même énorme là que tu sois avec le casque et le micro là à nous commenter du catch. Je vous ai évité mes cannes de tout, hein. Oui, en plus j'ai remarqué, t'as pas toussé une seule fois. J'ai une fonction mute en fait sur le casque qui me permet de masquer habilement ces moments gênants. Il faut quand même mentionner que t'as le deuxième épisode de ton émission là qui sort. Hein. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui. You Talk Too Much, c'est aujourd'hui, au moment où on enregistre. Hein, on ne sait pas quand ce sera publié, ce qu'on enregistre là. Mais c'est dispo. Alors n'hésitez pas à aller checker cette émission où tu reçois l'encyclopédie de l'ombre. Voilà. Du Fatal 4-Way. Nathan du Fatal 4-Way, c'est ça. Ouais, Nathan aka l'encyclopédie de l'ombre, qui est un membre du le podcast Fatal 4-Way, big up à eux, et qui est surtout aussi l'auteur administrateur du site Wrestling to the Mat, qui est un site de catch entièrement consacré au catch old school. Et, et à l'heure actuelle, il nous review les shows les shows du catch des territoires. Et donc là, je crois que si je me trompe pas, il me corrigera dans les commentaires, mais en ce moment, il est à l'année 1978. Et voilà, et c'est extraordinaire parce que c'est un jeune de 21 ans et qui est totalement fanat du catch old school et qui présente ça, qui écrit très bien et je tenais absolument à l'avoir dans You Talk Too Much parce que je le trouve super intéressant. Et avoir un jeune millénial comme ça qui nous présente du catch old school, c'est quand même vachement original, quoi. Ouais, surtout ce type de catch old school qui a jamais été exploré par des sites de catch français ou quoi que ce soit. Hein. Là, on est vraiment sur du défrichage de première. Hein. Ah ouais. Puis surtout qu'il il nous fait du catch américain à l'heure actuelle, mais écouterez dans l'émission You Talk Too Much, mais il nous parle aussi qu'il va faire des reviews sur du catch français. Old school et donc ça c'est assez extraordinaire d'avoir un jeune comme ça motivé quoi. Ouais. Donc allez écoutez ça, on est déjà que le show est déjà en ligne partout sur toutes les bonnes plateformes citées précédemment et il est sur YouTube. Voilà. Et voilà les amis, c'était la première édition de la baston des mercredis et je crois que ça line c'est parfait. Donc, on se retrouve bientôt pour les différentes reviews de catch-up pour SmackDown. Et puis, on va bien voir ce que va donner la suite, de toute façon, pour le WrestleMania qui arrive d'ici 15 jours, dorénavant. Et alors, on peut signaler qu'il va se dérouler sur 2 jours. Hein, ça a déjà été annoncé. Que tout ce qui est autour a été annulé. Hein, en l'occurrence, Hall of Fame, WrestleCon, Takeover Tampa. Tout ça a été annulé. Donc, maintenant, on est suspendu aux lèvres de la WWE. Qui va se passer avec le WrestleMania. Voilà. Et écoutez, je vous fais les bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut Ringside. Salut Amiral. Salut peuple de catch-up. Salut tout le monde. Ciao, bye bye. Dernier podcast de la fin du monde. Wow. Ouais, voilà, ce sera peut-être le dernier. La dernière épisode. Premier et dernier épisode.